Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Face à l'urgent besoin de personnel dans le domaine hospitalier, le Centre de formation professionnelle Le Tremplin a choisi de répondre à l'appel du gouvernement en instaurant une nouvelle formation accélérée en soins infirmiers auxiliaires. Ainsi, une nouvelle cohorte de 18 élèves a entrepris au cours des derniers jours une formation en continu qui permettra aux futurs diplômés d'accéder au marché du travail dans 14 mois. Le Tremplin offre déjà le cours régulier en soins infirmiers auxiliaires d'une durée de 2 ans pour lequel 2 groupes sont actuellement en classe, mais le besoin pressant en personnel infirmier a incité la direction du centre à offrir cette formation accélérée. Selon la directrice, Mme Pascale Chamberlain, la réponse des élèves à cette offre témoigne de leur intérêt à servir rapidement dans le milieu de la santé. Mme Chamberlain poursuit en affirmant que la nouvelle cohorte est formée autant de travailleurs qui sont déjà dans le domaine en tant que préposés aux bénéficiaires que d'autres qui veulent réorienter leur carrière. Mais ils ont tous en commun le souhait de travailler auprès des patients. Madame Chamberlain conclut, leur objectif est le même, soit d'accéder au marché du travail le plus rapidement possible. Le cours qui vient tout juste de débuter offrira l'occasion aux futurs infirmiers et infirmières auxiliaires de suivre une théorie en classe, mais également d'effectuer des stages en milieu de travail. Les élèves évolueront en stage à la fois en milieu hospitalier et en CHSLD. Ils œuvreront dans tous les départements, que ce soit au centre mère-enfant, en médecine, en réadaptation ou en psychiatrie, d'indiquer Mme Chamberlain. La réputation du Centre de formation professionnelle Le Tremplin n'est plus à faire dans le domaine de la formation, puisque ces élèves ont affiché un taux de réussite de 100% à l'examen de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec au cours des 4 dernières années. Avec la pénurie de personnel en vigueur, le taux de placement atteint également le même niveau de 100%. D'ailleurs, plusieurs des élèves de la nouvelle cohorte bénéficient d'une bourse d'études de 20 000 $ assortie d'un contrat de travail de 2 ans. De son côté, le directeur général du Centre de services scolaires des Appalaches, M. Jean Roberge, se réjouit de l'engouement que suscite cette formation accélérée. L'initiative du Tremplin d'offrir une telle formation va aider à répondre à un besoin du marché, mais répond également aux aspirations de plusieurs élèves qui vont trouver leur voie dans ce domaine. Tout le monde y est gagnant et c'est tant mieux ainsi de mentionner M. Roberge. Pour plus de renseignements, Mme Pascale Chamberlain au 88 338 78
08 au poste 3110. Héritage Centre-Ville a annoncé récemment le retour de la campagne qui vise à soutenir les commerces du centre-ville de Thetford Mines. La campagne en plein cœur de Thetford 2.0 souhaite susciter un élan de solidarité en vue de soutenir l'économie locale. Avec un objectif de vente de 10 000 $, la campagne se déploiera encore une fois cette année sur le site de La Ruche du 1er au 28 février 2022. Outre le généreux appui de la ville de Thetford Mines, elle pourra aussi compter sur le soutien financier de la SABC de l'amiante ainsi que du mouvement des jardins. Le public est invité à participer à la campagne par l'achat de cartes cadeaux parmi les commerces participants en visitant le www.héritagecentreville.com. La liste des entreprises participantes se trouve également sur cette page. La ville de Thetford Mines permet à Héritage Centre-Ville de bonifier les montants des cartes cadeaux achetées par les citoyens. Ainsi, pour chaque tranche de 20 $ dépensés, les acheteurs auront 30 $ à dépenser dans le commerce choisi. Le montant des cartes cadeaux et de la bonification sera entièrement remis aux commerçants participants. Je remercie la population de continuer de favoriser l'achat de proximité auprès de nos commerçants du centre-ville, de déclarer M. David Poulain, président du mouvement. Cette initiative nous permet à la fois d'inciter à l'achat local et du même coup de redonner à celles et à ceux qui supportent nos entreprises d'ici depuis le début de cette crise. Héritage Centre-Ville est un organisme à but non lucratif qui assure un rôle important dans la revitalisation du centre-ville de Thetford Mines. L'organisme se charge, entre autres, de l'animation et du développement du milieu, tout en travaillant en collaboration avec divers intervenants afin de mettre de l'avant des projets mobilisateurs pour le centre-ville. Depuis sa fondation en 1999, l'organisme est le promoteur de nombreuses activités à succès, telles que la balade de Noël, la cabane à sucre urbaine, l'exposition des autos, sports et anciennes et la fête des cousins à Thetford Mines. Héritage Centre-Ville veille également à la protection du patrimoine historique du centre-ville en appuyant divers autres projets. L'organisation compte plus de 80 membres et représente maintenant une force collective incontournable à Thetford Mines. Le centre-ville est le cœur et l'âme de la ville et la mission de l'organisme est d'en faire un endroit de prédilection et de rassemblement pour la population locale et les touristes qui viennent nous visiter. La Société de développement économique de la région de Thetford, par l'entremise de son service de mentorat d'affaires, est heureuse d'annoncer la tenue le 3 février prochain d'un webinaire d'information. On y présentera le fonctionnement, les avantages, les motivations, les défis et les grands bénéfices pour une entreprise de considérer le mentorat d'affaires dans sa stratégie de développement. Le mentorat double le taux de survie des entreprises dont le dirigeant est accompagné. Les défis liés à la crise actuelle sont variés. Des entrepreneurs doivent renouveler leur modèle d'affaires pour survivre. Certains sont temporairement fermés, alors que d'autres doivent gérer une croissance non planifiée. Peu importe les défis qu'ils doivent affronter, une chose est sûre, ils ne sont pas seuls. Des entrepreneurs d'expérience, mentors, sont disponibles
pour en discuter, accompagner, échanger et guider dans cette période trouble. Ils peuvent partager leurs préoccupations avec quelqu'un qui va les comprendre, d'expliquer Madame France Vachon, chargée de projet et coordonnatrice du service de mentorat d'affaires région de Thetford. Le mentorat est une relation interpersonnelle de soutien, d'échange et d'apprentissage dans laquelle une personne d'expérience, le mentor, investit la sagesse acquise et son expertise afin de favoriser le développement d'une autre personne, le mentoré, qui a des compétences à acquérir et des objectifs professionnels à atteindre, de poursuivre Mme Vachon. La Société de développement économique région de Thetford offre depuis plus de 15 ans ce service de jumelage aux entrepreneurs désirant obtenir le soutien d'un père expérimenté prêt à échanger avec lui, le guider et le soutenir afin de l'aider à partager ses connaissances et ses aptitudes en tant qu'entrepreneur. D'expliquer Mme Vicky Lachance, directrice du service aux entreprises à la Société de développement économique. Elle rappelle également que le taux de survie des entreprises double après 5 ans pour celles qui sont accompagnées par un mentor. La présentation de ce webinaire est offerte gratuitement et est prévue pour jeudi le 3 février 2022 à 11h30. Nous allons y présenter ce qu'est le mentorat, à qui il s'adresse, pourquoi c'est important, et une période de questions et d'échanges est prévue à la fin de la présentation de préciser les porte-paroles de la SDE. Étudiant la maîtrise en histoire à l'Université de Sherbrooke, Pierre-Gabriel Gosselin a reçu le 3e prix dans le cadre du concours de texte en histoire de la revue Cap au Diamant pour un article dans lequel il se penche sur l'implantation de la famille Hall dans le canton d'Irlande au 19e siècle. Originaire de Sainte-Sophie d'Halifax, Pierre-Gabriel Gosselin est responsable depuis 2 ans de visites historiques organisées par Verte Irlande sur le site patrimonial Holy Trinity à Irlande. Ce plongeon dans l'histoire du canton d'Irlande lui a permis de découvrir le personnage d'Amos Hall, connu comme étant le premier colon d'Irlande. Constatant la confusion régnant autour du vécu de ce personnage, il décida de faire de l'implantation de la famille Hall dans le canton d'Irlande le sujet de son mémoire de maîtrise, en mariant histoire régionale et familiale. Pour Pierre-Gabriel Gosselin, Amos Hall est un personnage marquant de l'histoire du canton d'Irlande. En passant par la création du canton d'Irlande, à l'arrivée des familles pionnières, j'ai voulu, à travers cet article, revoir concrètement les premiers instants de ces nouvelles terres de colonisation ouvertes à la toute fin du 18e siècle, les cantons de l'Est, de mentionner M. Gosselin. Dans ces nouvelles régions, quelques familles en provenance des États-Unis sont charmées par les richesses du territoire. Au fil des années, d'autres ménages se joignent à eux depuis l'Europe. Aussi, les premiers mouvements migratoires sont le fruit du hasard et il n'en est rien au 19e siècle, alors que le gouvernement britannique met en place une véritable politique de peuplement. C'est ce que ce texte propose de voir plus en détail. Il est possible de se procurer le numéro de la revue Cap au Diamant, le numéro 148, hiver 2022, en ligne ou dans les librairies. Il sera également possible
de découvrir la richesse de l'histoire locale en découvrant le site patrimonial Olé Trinité l'été prochain lors des visites qui seront à nouveau animées par Pierre-Gabriel Gosselin. Vert-Irlande est une organisation citoyenne à but non lucratif qui a pour mission la promotion d'un patrimoine historique, culturel exceptionnel, la protection du territoire naturel et la mise en valeur de ses ressources et le développement d'une économie touristique respectueuse de l'environnement. En voilà, il est temps de faire une pause pour apprécier notre capsule linguistique. Doit-on dire à la suite de ces événements ou suite à ces événements? Dans un registre de langue soutenu, il est préférable d'utiliser l'expression « à la suite de ces événements ». L'expression « suite à » est tolérée et de plus en plus utilisée en début de phrase. On l'utilise davantage dans un contexte commercial ou administratif. Comme vous vous en doutiez sûrement, le cinéma du lac de Disraeli doit annuler la projection des films prévus au programme en concordance avec les consignes gouvernementales sanitaires. Le cinéma du lac informera donc les cinéphiles de la reprise dès que la situation sanitaire le permettra. Autre rendez-vous, les sentiers pédestres des Trois-Monts vous invitent le 26 février prochain de 13h à 16h à une randonnée de pistage offerte par des pisteurs expérimentés de la fiducie foncière de la vallée Ruyter dans le cadre du programme Faune sans frontières. L'activité s'adresse aux adultes et aux jeunes de plus de 10 ans qui désirent identifier les traces et les marques laissées par les mammifères en milieu naturel pour découvrir ou apprendre davantage sur les comportements de la faune qui nous entoure. Les participants sont responsables de leur transport et la réservation est obligatoire, les places étant limitées. Habillez-vous chaudement pour faire de l'observation et jouer au détective pendant tout l'après-midi. L'activité aura lieu beau temps, mauvais temps. Apportez vos raquettes. Pour davantage d'informations ou pour acheter des billets en ligne, il est possible de consulter le site Internet de l'organisme à l'adresse www.troismonts.ca ou de contacter Mme Annabelle Cousineau, responsable de l'accueil des hébergements et des activités, au 88 423 33 51. Audrey Lessard, une Thetfordoise, médecin podiatre, vient de publier un volume intitulé « La route de l'impossible ». Et Audrey Lessard s'y connaît en termes d'impossible, puisque, étant sourde de naissance, Madame Lessard a relevé des défis pour certains impossibles. En plus de réaliser ou de réussir son doctorat en médecine podiatre, Audrey Lessard a mis sur pied sa propre clinique de médecine podiatrique. De plus, elle s'est portée volontaire pour des missions humanitaires au Vietnam et en Amérique du Sud. Elle a grimpé jusqu'au sommet du Kilimandjaro et elle a conquis l'Everest jusqu'au camp de base.
Alors, on y découvre là la femme de carrière en médecine, la femme d'affaires par la gestion de sa clinique et une femme de caractère. Le volume La route de l'impossible sera disponible le 28 janvier en librairie, à savoir à la librairie L'Écuyer. Et puisqu'il est question de l'autrice Audrey Lessard, rappelons que la théâtre Daniel Dussault a également publié 2 volumes dernièrement, à savoir un carnet intitulé Donner des ailes et un recueil de nouvelles également disponible en librairie, à savoir Les ponts de Prague. Des riverains du projet éolien de l'érable dénoncent ce qu'ils qualifient de mauvaise gestion du fonds éolien d'acceptabilité sociale. Ce fonds d'un montant de 60 000 $ dans l'année a été créé pour compenser les impacts négatifs des éoliennes, à savoir les nuisances visuelles et sonores, les impacts psychosociaux, la dévaluation marchande et le reste. Seuls les riverains résidant à moins de 1,8 km d'une éolienne et sans contrat avec le promoteur pouvaient se qualifier pour le fonds. Or, au début de la phase d'opération du projet éolien en 2014, les conseils municipaux de l'époque, de concert avec la MRC de l'érable, ont conservé sur la liste des bénéficiaires tous les propriétaires sous contrat avec le promoteur. Le promoteur éolien de l'érable a aussi été mis en cause dans cette situation. C'est le projet, ou plutôt le procès en recours collectif intenté contre le promoteur éolien de l'érable en 2018 qui a mis en lumière les faits qu'une quarantaine de propriétaires riverains ayant signé un contrat avec le promoteur avaient reçu pendant 5 ans un chèque auquel ils n'avaient pas droit. Conséquemment, un chèque fortement amputé pour les riverains qui répondaient à tous les critères. Après discussion et analyse, la MRC de l'érable a finalement retiré une vingtaine de propriétaires de cette liste. Une vingtaine d'autres, également avec contrat avec le promoteur, ont conservé le droit de recevoir la compensation parce que leur propriété était enregistrée en tant que personne morale. Le comité des riverains a vigoureusement plaidé sa cause pour tenter de corriger cet état de fait, mais sans succès. Après avoir pris une partie du blâme, la MRC de l'érable a finalement accepté de rembourser une partie des riverains lésilés, ou plutôt lésés, pour les chèques acheminés en trop, couvrant les années 2014 à 2018, et ce, près de 4 ans après que les faits eurent été révélés en cours. C'est donc une somme de 56 000 $ qui sera retournée aux légitimes bénéficiaires du fonds à partir de janvier 2022. Pour le comité des riverains, la gestion de ce fonds éolien est à l'image de tout le processus d'implantation du projet éolien de l'érable, antidémocratique, diviseur et injuste, de conclure et d'affirmer M. Claude Charron, porte-parole pour le comité des riverains du projet éolien de l'érable. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à tous une excellente santé.